à tous, bienvenue sur le salon Edge Universal. Je suis en présence aujourd'hui de Éric Pichet, qui est avec moi juste à côté, directeur de l'IMPI, Kedge IMPI. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors Éric, en 2013, Kedge est né de la fusion de deux business schools renommées, bien implantées sur leurs territoires respectifs, mais aussi bénéficiant déjà d'un rayonnement international, BEM et Euromed Management. Un peu plus de 10 ans après, quel regard vous portez sur cette fusion ? Alors au niveau opérationnel, la fusion s'est déroulée sans trop d'anicroche, même si les deux villes ont des cultures très différentes et les écoles avaient déjà des cultures très différentes. Mais ça se passe bien, même si la taille a doublé entre-temps, et avec notamment la création d'un vrai corps professoral à Paris qui n'existait pas à l'époque. Vous êtes directeur de l'IMPI, qui est un des programmes d'expertise les plus renommés de Kedge Business School. Je voudrais dire un mot, en revanche très important, pour l'aspect opérationnel. Il y a ça, mais le plus important, c'est quand même l'aspect stratégique. C'est-à-dire que, juste revenir un petit peu là-dessus, si vous le voulez bien. C'est-à-dire sur l'aspect stratégique, il faut bien comprendre que les écoles, c'est Schema qui a lancé le mouvement en 2009 en fusionnant deux écoles. Ensuite, Neoma et Kedge en 2013. Et ça, c'est très important parce que dans le paysage des business schools françaises, il y a 374 business schools en France qui ont été identifiés par le cabinet Xerfi en septembre 2023. Ils ont fait une grosse étude là-dessus. Bon. Et la question que se sont posées les écoles prestigieuses, hein, je ne parle pas des écoles privées qui font plus de 250 millions de budget, c'est une autre catégorie d'écoles. Eux, ils sont beaucoup plus pratiques et ils n'ont pas tellement de profs qui font vraiment de la recherche. Je parle pour les écoles qui font de la recherche, qui sont des écoles donc enseignants-chercheurs. Il y a des investissements très importants qui s'imposent depuis maintenant 10 ans dans les nouveaux campus. Je pense au campus parisien de Kedge par exemple, pour la high-tech, et puis aussi pour recruter donc, des enseignants-chercheurs de haut niveau. Donc tout ça, ça coûte très cher, ce sont des coûts fixes. Et comme vous savez peut-être, le lieutenant général des armées royales de Louis XIV, Bussy Rabutin, disait que d'ordinaire, Dieu préfère les gros escadrons aux petits. Donc il y a cette idée qu'il fallait augmenter les budgets. Et quand on regarde le résultat, moi c'est ça qui m'impressionne, c'est la dynamique des écoles qui ont choisi la fusion dans le classement SIGEM que tout le monde connaît, qui est le classement de la voie royale par les prépas HEC. Hein. Eh bien sur les 24 écoles, vous avez en gros 13 écoles qui sont dans la première division, c'est-à-dire vous avez 13 écoles qui remplissent les places qu'elles offrent aux préparationnaires. Et vous avez le reste, c'est-à-dire 11 écoles en l'occurrence, puis ils sont 24, qui eux n'arrivent pas à remplir les places. Bien, quand on regarde la dynamique du classement, dans la première division, donc là je vous parle des 13, hein, vous avez le haut du panier qui n'a quasiment pas bougé depuis 30 ans, les trois parisiennes, EDEC et Lyon. Avec EDEC et Lyon, ça se joue à pas grand-chose. Vous avez le milieu de tableau, et dans le milieu de tableau, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que Schema est 6e, très forte progression. On voit que Neoma est 8e, progression, et que Kedge est 10e. Donc ces trois écoles qui ont fusionné, le fait d'avoir un gros budget, ça leur a permis de rentrer dans le milieu de tableau. Et en revanche, les trois relégables, c'est un peu comme le top 14, hein, il y a 13 écoles, les trois relégables, vous avez Toulouse, vous avez Montpellier et Rennes, où ils commencent à être un petit peu limite. Et en dessous, la deuxième division, à partir de Dijon, Nancy, qui sont des très bonnes écoles, hein, qui n'arrivent pas à remplir, parce qu'ils ont des budgets beaucoup plus bas. Voilà. Donc ça, c'est important à comprendre que stratégiquement, c'était une décision qui était, à mon avis, très importante à cette époque-là. C'est très bien de l'avoir précisé. Donc je le répète, vous êtes directeur de l'IMPI, qui est un des programmes d'expertise les plus renommés de Kedge Business School. Quel est l'intérêt pour une école, selon vous, de s'appuyer sur des expertises plutôt que sur le développement d'un portefeuille de programmes tous azimuts ? Ça rejoint un peu ce que je vous disais juste avant, c'est-à-dire que vous avez une hiérarchie qui est très claire dans le programme grande école, qui ne bouge pas énormément, si ce n'est pour les écoles qui ont maintenant un budget important. Mais à côté de ça, chaque école a un ADN un petit peu différent. Par exemple, à Kedge, on a 38 programmes. Donc il y a le programme grande école, bien sûr, qui est classé 10e, mais il y a aussi tous les autres programmes. Alors, les autres programmes, en général, ils sont créés soit en fonction d'une attache à des territoires. Je pense, par exemple, on a plusieurs programmes dans le vin. À Bordeaux, c'est logique. Même à Marseille, il y a également du très bon vin. Bon. Mais à côté de ça, pour parler de mon programme, par exemple, moi, je l'ai créé avec deux collègues en 1994. Parce qu'à l'époque, on avait les compétences
en gestion de patrimoine, en immobilier, en finance de marché. Et on avait identifié qu'il y avait des tendances qui se précisaient dans le métier de la banque privée et dans le métier de l'immobilier. On est en train de se rendre compte que le métier de la banque privée était en train d'émerger comme un vrai métier, ce qui n'était pas le cas avant. Et le métier de l'immobilier d'affaires était en train de se développer également sous l'influence des fonds américains qui considéraient l'immobilier comme un actif financier finalement. Voilà. Et donc on a créé ce programme. Ensuite j'en ai pris la direction en 2000. Et en 2000 j'ai remarqué une autre tendance qui était la convergence de ces deux métiers avec la pierre papier, les SCPI, les OPCI, etc. Et donc on a un petit peu surfé sur cette demande, mais vous avez plein de programmes comme ça dans les différentes écoles qui se créent finalement parce qu'il y a une adéquation entre des compétences en interne et une opportunité à saisir. Vous communiquez très souvent sur votre rang dans le classement Eduniversal. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi et qu'est-ce que cela vous apporte en termes d'image? Alors je vais vous expliquer pourquoi on ne communique pas du tout en fait. On ne communique pas, c'est pas la peine, parce que le classement Eduniversal, il est connu de tout le monde. Alors, parlons des étudiants d'abord. Les étudiants qui arrivent chez moi, j'ai 400 candidats par an, j'en prends qu'à peu près 70. Bon. Les 400 candidats, il se trouve que je fais... donc ils ont tous déjà un M2, en cours d'obtention d'un M2, puisqu'on est un master spécialisé, un bac 6. Bon. Il se trouve que je fais passer les jurys d'admission. On en élimine à peu près 1 sur 2 en admissibilité. Je fais passer tous les jurys avec un diplômé. Donc ça fait 25 jurys par an, beaucoup de travail quand même. Eh bien, je demande systématiquement comment ils ont connu la formation. Quasiment dans 100% des cas, ils me citent le classement d'Eduniversal. Alors attention, c'est pas parce qu'ils citent le classement. Après, moi j'ai remarqué autre chose aussi, c'est que les candidats, ils sont de plus en plus avertis. C'est-à-dire qu'ils ne croient pas trop, même pas du tout, les départements de communication des écoles, parce que par définition, les communicants des écoles sont là pour vendre la soupe des écoles. Et ils peuvent même changer d'école, ils vont vendre la même chose ailleurs. Alors, donc ils attachent pas énormément d'importance à ça. En revanche, ce qu'ils vont voir, c'est les avis des anciens sur les sites, ou même carrément de contacter les étudiants ou les diplômés sur LinkedIn. Régulièrement. Et là, ils leur demandent comment ça se passe. Et finalement, je me rends compte que mes étudiants ou mes diplômés sont mes meilleurs ambassadeurs. Mais l'intérêt du classement, c'est quand même d'attirer l'attention là-dessus. C'est ça qui est bien. Et alors, pour parler des employeurs, parce que c'est quand même eux qui sont... c'est les clients finalement, puisque maintenant tout le monde est en apprentissage, eh bien les employeurs, eux, moi je me rends compte que c'est un phénomène un peu plus long, c'est-à-dire qu'ils connaissent les classements, ils prennent des étudiants et après ils se rendent compte de la qualité des étudiants, ce qui fait qu'ensuite les alternances se refilent finalement d'une année sur l'autre. J'ai plus de la moitié de mes alternants actuels, sur les 74 que j'ai là, qui ont trouvé une alternance parce que l'alternant précédent avait fait l'affaire. Vous voyez ? Vous me confirmez, par rapport à ce que vous venez de dire, que les professionnels de votre secteur connaissent le classement Eduniversal gestion de patrimoine. Ils connaissent, alors surtout dans des niches comme la gestion de patrimoine ou l'immobilier. Oui. On va revenir sur Eduniversal, enfin on ne va pas y revenir, on vient d'en parler, on continue. Selon vous, si Eduniversal devait s'implanter dans d'autres pays, ce serait lesquels? Je n'ai aucune compétence pour répondre à cette question. Merci. Merci. Vous êtes directeur de l'IMPI, merci beaucoup. Merci à vous tous de nous avoir suivis et on se retrouve très bientôt.